Moi, je suis une jeune femme qui s'approche aujourd'hui doucement de la quarantaine, mais sûrement, mais qui demeure dans sa tête une jeune femme pleine d'entrain, pleine de vie, pleine d'enthousiasme et qui, depuis près de 11 ans désormais, est à la tête d'un cabinet conseil que j'ai eu le grand bonheur de créer. Je suis donc chef d'entreprise sous le couvert de différentes casquettes, à savoir celle de consultante, de conférencière, de chroniqueuse radio, mais également de présentatrice micro, notamment pour le comité Miss Midi-Pyrénées pour Miss France. Et puis, entre 3h et 4h du matin, je suis romancière, auteure, et ce sont toutes ces casquettes qui aujourd'hui m'animent et qui font que j'ai le sentiment d'être droite dans mes bottes, droite dans mes baskets, de faire des choses qui m'inspirent, qui me poussent dans mes retranchements. Et en l'occurrence, pour répondre à ta question, si j'écris depuis que je suis toute petite, oui. Imaginez un instant que le monde de l'entreprise soit un terrain de sport. Les objectifs sont vos lignes d'arrivée, les concurrents vos adversaires et chaque jour est une nouvelle compétition. Cette analogie n'est pas un hasard, elle est au cœur de l'entrepreneuriat. C'est du sport, le podcast numéro 1 qui dévoile les parallèles entre ces deux univers. Dans chaque épisode, plongez au cœur des conversations avec ceux qui excellent dans leur monde. Des entrepreneurs visionnaires, des légendes du sport, en passant par des leaders inspirants, chaque invité partage bien plus que des succès. Ils vous livrent leurs doutes, leurs stratégies et leurs moments de vérité. Bienvenue dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Aujourd'hui, nous allons parler d'écriture. Je suis très heureux de recevoir Cindy Trier. Bonjour Cindy. Bonjour Eric. Je le disais, on va parler d'écriture parce que j'ai déjà reçu des invités qui, pour une raison ou une autre, avaient eu des livres, souvent des biographies ou des autobiographies. Mais pour la première fois, et j'en suis extrêmement heureux, je reçois une romancière puisque parmi toutes les activités que tu fais, Cindy, tu écris des romans, tu écris des livres de développement personnel, mais également des romans. On pourra en parler, tu en as déjà écrit 4, le 5e sort bientôt, et j'ai un immense respect, un immense plaisir à savoir comment tu fais pour écrire ça. J'écris moi aussi des livres, mais c'est plus des livres de développement personnel, donc c'est pas du tout pareil, je dois pas inventer d'histoire. Et voilà, je suis vraiment extrêmement heureux de te recevoir. Merci pour ça. Merci à toi. Ça me touche infiniment. Eh Merci ben, Eric. plaisir partagé, on va passer un bon moment, je suis très content. Et pour commencer, j'aimerais savoir qui tu es, Cindy, en 2-3 minutes et comment tu en es arrivé justement à te dire je vais écrire des romans. Est-ce que c'est une passion d'enfance? Est-ce que tu as toujours eu ce don ou cette envie d'écrire? Dis-nous un peu qui tu es exactement. Eh bien, écoute, Eric, moi, je suis une jeune femme qui s'approche aujourd'hui doucement de la quarantaine, mais sûrement, mais qui demeure dans sa tête une jeune femme pleine d'entrain, pleine de vie, pleine d'enthousiasme et qui, depuis près de 11 ans désormais, est à la tête d'un cabinet conseil que j'ai eu le grand bonheur de créer. Je suis donc chef d'entreprise sous le couvert de différentes casquettes, à savoir celle de consultante, de conférencière, de chroniqueuse radio, mais également de présentatrice micro, notamment pour le comité Miss Midi-Pyrénées pour Miss France. Et puis, entre 3h et 4h du matin, je suis romancière, auteure, et ce sont toutes ces casquettes qui aujourd'hui m'animent et qui font que j'ai le sentiment d'être droite dans mes bottes, droite dans mes baskets, de faire des choses qui m'inspirent, qui me poussent dans mes retranchements. Et en l'occurrence, pour répondre à ta question, si j'écris depuis que je suis toute petite, oui, j'étais quelqu'un de plus introverti qu'aujourd'hui, de très très mal dans ma peau, de mal dans ma tête. Et j'avais comme exutoire, je le crois, le syndrome de l'écriture. Mes parents se posaient beaucoup de questions quand les jeunes de mon âge sortaient. Moi, j'étais avec une vieille machine à écrire. Et déjà, à l'époque, j'écrivais, mais jamais, je dois te l'avouer, je n'avais imaginé que j'aurais cette aptitude à pouvoir écrire des romans. Et pour être, Eric, parfaitement transparente avec toi, j'ai commencé avec 2 livres de développement personnel en lien avec les fonctions qui sont les miennes pour offrir de voir le verre à moitié plein quand on le ressent à moitié vide. Mais c'est ma maman qui m'a dit un jour « C'est bien beau, Cindy, tes livres de travail, mais c'est quand que tu écris des vrais livres ?» Et en l'occurrence, je n'ai pas trop su comment le prendre. Ce que ça signifiait dans sa tête,
C'était que pour elle, un livre, c'est un roman, c'est quelque chose qui doit nous offrir de nous évader. Et en l'occurrence, elle a toujours cru en ma plume et c'est ce qui m'a poussée pour beaucoup dans mes retranchements. Et voilà que je me suis mise à écrire de vraies histoires. C'est exactement ça. Donc, tu le disais, tu as créé ton entreprise qui s'appelle Tremplin Carrière. Tu parles de motivation, de stratégie de réussite. Et tu as également, comme tu le dis, écrit des livres sur le développement personnel. Mais aujourd'hui, moi, c'est plus le côté, comme ta maman, de vrais livres de romancière qui m'intéresse. On s'est rencontrés récemment sur un salon du livre à Montpellier. Et puis, on a pu discuter puisqu'on n'était pas très loin l'un de l'autre. Et puis, bah, tu m'as gentiment offert l'un de tes romans qui s'appelle «Et j'ai donné son nom à une étoile». Et le tout premier, celui-ci. Ah, le tout premier, mais tu en as écrit 4. Tu en as écrit 4 et le cinquième sort bientôt. Avant d'en parler, on pourra conclure par ce cinquième qui sort le fin novembre. Comment ça s'est passé justement, pour écrire ce premier vrai livre, hein, comme dirait ta maman? Comment tu t'en, comment on commence pour écrire un roman? Moi, c'est quelque chose, j'ai écrit des livres et souvent on me dit, «Ah ouais, tu as écrit des livres, c'est trop bien», mais bon, bah, c'est des livres de moi aussi de développement personnel. J'ai raconté un petit peu ma carrière de sportif. Et comment on part et comment on s'organise pour écrire une histoire qu'on a dans la tête et qu'on pense, va captiver nos lecteurs? Comment tu travailles toi? Alors, elle est superbe cette question et rien n'est figé pour moi dans le marbre. Tu parlais à l'instant de ce premier roman et j'ai donné son nom à une étoile. Eh bien, pour celui-ci, je n'avais pas la moindre idée, je dis bien la moindre idée de ce que j'allais écrire à l'intérieur. Mais j'ai fonctionné eu égard à une anecdote qui m'a infiniment touchée, à savoir qu'à cette même période où ma maman me tannait pour que je puisse oser écrire un roman, mon mari, qui n'était pas encore mon mari, mais ça faisait 10 années que nous étions en vie commune. Et pour fêter cette date symbolique, il ne m'a pas offert des roses, des fleurs, du parfum. Il nous a offert de donner notre nom à une étoile. Et j'ai trouvé ça tout à fait romantique. Je ne savais même pas que ça existait. Et je me souviens l'avoir regardé bêtement dans les yeux sans lui dire merci et lui avoir dit: «Mon chéri, si un jour j'écris un roman, ce sera là le titre de ce premier opus». Et ça a tourné dans ma tête de façon assez incroyable et j'ai donné son nom à une étoile. Et j'avais donc un titre, quelques mots seulement. Et derrière, en suivant, l'idée est venue de façon assez magique et insouciante de raconter eh bien, des parcours de vie échaudés et à vocation de parler notamment dans cet ouvrage du deuil d'un enfant et de comment on peut vivre à cet affront terriblement douloureux et en lui donnant eh bien, tout simplement le nom d'une étoile. Et c'était une jolie métaphore que j'avais envie de traduire sous le couvert d'un roman. Pour ce premier roman, c'est parti sous l'adage d'un titre et pour les suivants, tout simplement sous le couvert de quelque chose d'assez étrange, Eric. Je suis chef d'entreprise, je te le disais à l'instant, et dans le cadre de mes fonctions de coaching, j'ai nombre de personnes qui viennent me voir et qui, indépendamment du fait que l'on intervienne sous le prisme de la casquette professionnelle, sont des personnes qui se confient sur un morceau d'histoire qui leur appartient. Et de façon assez surprenante, pendant 2, 3 semaines, des personnes qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève vont me partager ce morceau d'histoire et sans que je ne sache pourquoi, il y a toujours un dénominateur commun entre leurs chagrins, entre leurs fêlures, entre leurs douleurs. Et à partir de ce moment-là, dans ma tête, c'est comme si ça fonctionnait sous le couvert de pièces de puzzle où j'ai besoin d'aller piocher dans chacune de leurs histoires à vocation d'écrire en filigrane sur une thématique donnée. Et est-ce qu'il y a un style, Cindy Trier, comme, quand on achète du Lévy, du Musso, pour parler d'auteurs très connus, on sait ce qu'on va trouver? Même si les histoires sont différentes, on sait un petit peu comment ça va se dérouler et cetera et cetera. C'est quoi le style, Cindy Trier? Est-ce que dans tes 4 premiers romans, il y a un point commun dans la manière d'aborder les choses? Tu as parlé, le premier, c'est le deuil d'un enfant, c'est quand même pas à la base quelque chose de joyeux. Est-ce que le point de départ de tous tes romans, ça reste comme ça un événement, un peu tragique et comment s'en sortir ou c'est quoi? Oui, c'est tout à fait ceci. Les autres livres, il y en a un qui parle, il s'intitule Au-delà des nuages, le soleil brille. Celui-ci parle de harcèlement scolaire,
de la déchéance, de la moquerie, de la raillerie. Il en est un qui va parler des violences conjugales. En fait, c'est systématiquement euh, articulé autour d'une thématique de société. En filigrane, c'est le fil conducteur. Mais oui, la patte, je crois, Cindy, on la reconnaît en ce sens que ce ne sont pas des romans à l'eau de rose. Mais je te promets, Eric, qu'ils terminent tous avec une jolie once d'espoir et qu'ils ont tous pour vocation d'être lus à double entrée, soit comme un roman à part entière, soit pour celles et ceux qui ont une affinité particulière avec le développement personnel vont pouvoir piocher dans la capacité de résilience et de combativité des personnages. Eh bien, l'énergie requise, je le crois, pour se poser des questions sur leur propre quotidien et être amené ainsi à relativiser et à, je l'espère, retrouver cet entrain perdu. Un peu comme peut l'être un roman initiatique du type de L'Alchimiste de Paulo Coelho, c'est-à-dire qu'il y a une histoire, mais derrière tout ça, il y a aussi des leçons à en tirer qu'on peut s'adapter à soi-même. Exactement, exactement. Avec cette pierre angulaire que j'aspire à ce que ce soit quelque chose qui soit fluide, qui nous fasse rentrer très vite dans l'histoire et qui, au-delà du chagrin des personnages, puisse mettre en lumière un certain nombre de faits historiques. Ça peut être, par exemple, pour celui que tu as dans les mains, et j'ai donné son nom à une étoile, je vais aborder en filigrane la guerre du Rwanda. Ce sont des images qui m'ont traumatisée quand j'étais petite et c'était pour moi de sortir du tabou, eh bien, ce sujet-là. Dans certains romans, je vais parler en filigrane de la Seconde Guerre mondiale. Dans le plus récent, on aborde la notion de Covid. En fait, je vis aussi avec mon temps et à l'intérieur de ces romans, on peut retrouver eh bien, des éléments qui peuvent, pour les générations d'antan notamment, eh bien, se retrouver dans quelque chose qu'ils ont eux-mêmes vécu. Est-ce que toi, en tant qu'auteur ou autrice, je ne sais pas quel terme tu préfères, Auteur, ça me va bien. avec un E à la fin, est-ce que tu sens que, comme un sportif, à force d'écrire, tu t'améliores? Est-ce que tu as des techniques d'écriture, de construction de l'histoire qui font qu'aujourd'hui, ben, quand tu as écrit le dernier qui va sortir, le cinquième, ça a été plus facile, plus rapide ou dans ta tête plus clair que pour le premier? Oh oui, oui, ah, elle est super ta question, mais c'est complètement un lien qui est avisé. Bien sûr, l'entraînement m'a permis ben, de rendre mon style plus aguerri, sans doute de m'assumer davantage, et puis au fur et à mesure de pouvoir être dans quelque chose qui me ressemblait plus encore, avec des petites touches d'humour ou avec des choses extrêmement noires, mais d'essayer de les mixer et de faire en sorte qu'on en arrive avec l'écriture de ce dernier roman à quelque chose qui est moins dans ce que dirait mon papa le froufroutage. Parce que moi, je suis une littéraire, ne me demande pas de faire des mathématiques, Eric, ça, c'est pas mon truc. Et depuis toute petite, j'avais tendance à mettre sujet, verbe, complément, complément indirect, virgule, point virgule, ouvrez les guillemets à la ligne, bref, c'est des phrases qui n'en finissaient pas. Et l'écriture du roman m'a appris à être dans la concision, davantage dans l'efficacité. Et aujourd'hui, là où je vois que j'ai progressé sans doute, c'est que je peux lire mon roman à haute voix sans perdre un poumon. Chaque phrase va s'arrêter à un moment donné dans une rythmique qui permet de reprendre intelligemment, je l'espère, son souffle. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné davantage en maturité au fur et à mesure de l'écriture. Et un sportif a toujours un ou plusieurs entraîneurs avec lui. Est-ce que toi, tu t'es fait aider pour améliorer ton style d'écriture? Ou est-ce que, par exemple, ton mari ou ta famille lit tes livres et te dit, ben voilà, on n'aime pas ce passage, on n'aime pas ça? Ou est-ce qu'ils attendent que tu aies fini ton livre pour les lire? Ou est-ce qu'en cours de route, tu les partages? Et du coup, est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne pour améliorer ton style ou des choses comme ça? En fait, j'ai depuis les tout débuts, j'en suis donc au 7e ouvrage, depuis les tout débuts, j'ai toujours, toujours, toujours souhaité être entourée. C'est-à-dire que je suis seule à l'initiative, d'un ouvrage, de l'histoire, de la trame, de la structure, mais une fois que j'ai écrit un premier jet et que ce premier jet me semble présentable, là entrent en ligne de compte 8 relecteurs. Et ces 8 relecteurs, ça s'opère d'une certaine façon, qui se fait aujourd'hui de façon complètement naturelle, à savoir que j'ai pu repérer chez chacun de mes relecteurs
une appétence pour une façon de voir ou non les coquilles. Certaines personnes vont avoir un regard avisé sur les faits historiques que je vais relater, d'autres sur les faits plus géographiques, d'autres vont être sur l'émotion, d'autres vont être sur l'aspect grammatical. Certaines personnes vont me corriger uniquement des virgules, d'autres des conjonctions. C'est vraiment formidable parce que c'est un cheminement, un processus qui prend du temps. Il me faut à peu près 8 mois en moyenne pour écrire un roman, ce premier jet, puisque je le fais en dehors de mes heures travaillées. Et en suivant, il y a au moins 2, 3, voire 4 mois parfois de relecture, puisque le premier correcteur, je vais lui envoyer le manuscrit. Il va lui falloir le temps de décrypter, décortiquer, me faire son retour, que je relise la totalité de ses notes, que je m'en imprègne, que je rectifie potentiellement et je renvoie en suivant cette version améliorée à une deuxième personne et ainsi de suite jusqu'à ce qu'à la fin, j'ai le professeur de français qui valide les dernières petites coquilles qui n'ont plus lien avec la trame de l'histoire. Un peu comme en sport, en fait, finalement, où quand tu es athlète, tu vas avoir, si je prends l'exemple de l'athlétisme, et je vous expliquerai pourquoi après, tu vas avoir un entraîneur peut-être en sprint, un entraîneur en musculation, tu vas avoir quelqu'un qui va s'occuper de ta diététique. Et je parle d'athlétisme parce que quand on s'était rencontrés à Montpellier, on avait échangé sur le sport forcément, et tu m'as dit que toi, ton sport dans lequel tu aurais aimé être une championne, c'est l'athlétisme, c'est ça? C'est tellement vrai. Je crois que le seul peut-être petit regret que j'ai dans ma vie, et encore, ce n'est pas un regret, c'est un constat, et puis c'est tout, c'était que moi, quand j'étais petite, je voulais être Marie-Josée Pérec. C'était quelqu'un que j'avais un grand respect, quand bien même je ne courais pas sur les distances qui étaient les siennes. Moi, j'étais une vraie sprinteuse du 100, du 120, du 150 mètres. C'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu la chance de concourir à haut niveau, pas autant que le tien, malheureusement, puisque arrivé au championnat de France, je me suis blessée et cette blessure a eu des répercussions significatives sur ma croissance et le reste. Et donc, j'ai dû arrêter à contre-cœur ce sport-là. Mais oui, c'est toujours un sport passion. Et avec les JO qui viennent de passer cet été, moi, j'étais aux anges. De très, très beaux souvenirs pour moi. Et qu'est-ce qui te plaisait dans le sport ou dans l'athlétisme en particulier? C'était quoi? C'était, parce que ça reste quand même en sprint un sport individuel, alors que là, un romancier ou une romancière, elle veut faire partager une histoire avec le plus grand monde. C'était quoi qui te plaisait dans la discipline de l'athlétisme? L'adrénaline, l'entraînement, la rigueur, le fait de progresser, d'essayer de nouvelles techniques, de se confronter au public. Moi, j'ai toujours été presque pas en transe, mais quand j'ai monté dans les starting blocks, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une puissance émotionnelle très forte chez moi. Le fait que les gens applaudissent, le fait de franchir une ligne, moi, c'était quelque chose qui, je sais pas, qui m'offrait aussi de me sentir mieux dans ma tête, de me sentir bien dans mon corps. C'était un peu un exutoire, un échappatoire, et c'était une formidable façon pour moi de tendre à faire toujours mieux. Même si j'étais pas une compétitrice dans l'âme, j'y allais pas en compétition en me tournant les pouces. J'y allais vraiment avec toute l'abnégation qui m'a toujours caractérisée. Tu parles de franchir la ligne d'arrivée. Est-ce que tu ressens ce même sentiment, cette même adrénaline à quelques jours que ton dernier roman sorte? Il sortira le 22 novembre. C'est un peu la même chose? Tu parlais d'entraînement. Bah là, tu as construit ce roman-là qui va bientôt sortir, hein, et qui s'appelle Que le jour se lève, la mémoire en bagage. Tu ressens cette excitation? Ça s'approche, là, c'est bientôt. C'est un peu pareil pour toi? Alors, c'est un peu pareil en ce sens que c'est comme s'il s'agissait d'une grande échéance, d'une grande compétition, pour laquelle on a travaillé dur, pour laquelle on a tenté de se préparer au mieux, de ne pas brûler les étapes, d'être dans quelque chose, de régulier, hein, pour pas perdre le fil de ce que l'on était en train d'initier. Hier, c'était comme si j'avais fait une petite, compétition parce que j'ai reçu, la méga palette avec, les ouvrages. Donc j'ai découvert hier le produit fini que j'ai créé de part en part, et donc c'était déjà une première petite victoire. Mais là, c'est comme si maintenant, pendant le mois qui va suivre, la pression va monter un peu parce que j'ai envie de bien faire. J'espère que le sujet va capter l'attention de mes lecteurs. Et puis après, c'est particulier parce que
j'ai envie de te dire qu'il y a une petite différence, en ce sens que dès lors que les premiers achats vont être faits, je pourrais te dire: «Youpi, ça y est, c'est parti». Mais en fait, je suis terrifiée à l'idée de savoir si j'aurais été, à la hauteur. Et avant que je n'ai obtenu une cinquantaine de retours, de témoignages, dans l'espoir que ces derniers soient concluants et positifs, je respire pas et je dors très peu. Donc donc le 22, c'est presque, j'ai envie de te dire, comme si c'était le début du marathon finalement. Un peu la même sensation qu'ont dû avoir certains athlètes. Tu en parlais aux Jeux de Paris, cet été où tu t'entraînes pendant des années, puis tu arrives là, bah, voilà, c'est un événement exceptionnel. Non seulement soit de participer, soit d'avoir la possibilité de gagner des médailles et je pense qu'il y a certains athlètes, même des très bons, qui ont peut-être mal dormi à l'approche de l'échéance, et tout ça. Tu parlais de Marie-Josée Pérec, est-ce qu'il y a d'autres sportifs qui pour toi, sont, tu les admires ou tu les aimes bien, soit par ce qu'ils font sur le terrain, par leurs performances sportives, en athlétisme ou d'autres sports, ou par l'attitude qu'ils peuvent avoir aussi des fois en dehors du terrain parce qu'ils dégagent? Est-ce que tu as des noms comme ça de sportifs que tu aimes bien suivre? Je peux t'en donner un et tu vas très vite comprendre. Tu as le livre dans les mains, j'ai donné son nom à une étoile. Si tu regardes par qui il a été, préfacé, il s'agit, pas moins de Philippe Croizon. Philippe Croizon qui est le premier quadri-amputé à avoir traversé la Manche, relié les 5 continents à la nage. Certes, je n'ai jamais fait de natation, j'ai même été, jamais vraiment attirée par ce sport-là, mais c'est son tempérament, son histoire, son parcours. Être, du jour au lendemain électrocuté, passer avoir 4 infarctus, passer 3 mois dans le coma, se réveiller, petite surprise, amputé des 4 membres pour lui éviter la gangrène et puis pendant, me semble-t-il, 7 ans, la déchéance, tentative de suicide, divorce, tout ce qui peut être en lien avec une souffrance absolue et puis de se dire: «Comme ça, un beau matin, je vais m'en sortir, je vais me battre, je vais travailler dur et indépendamment du fait que l'on m'ait spolié une partie de mon corps, je vais m'offrir de rêver, de voir grand et offrir peut-être à toutes celles et ceux qui ont perdu, finalement, l'espoir de réaliser quelque chose de grand, leur démontrer que tout est possible». Et moi, ça, ce sont des sportifs, que j'ai en grand respect parce ils nous laissent à penser qu'on peut s'essayer à faire de belles choses et en se donnant les moyens, on peut y arriver. Donc oui, Philippe Croizon, sans aucune difficulté, je cite son nom. Et puis ça tombe bien avec ce que tu nous expliquais de la trame de tous tes romans qui parlent quand même de résilience, de se relever. Comment tu as réussi à avoir, Philippe pour qu'il fasse ta préface? Comment s'est passé le contact et comment tu as réussi à ce qu'il accepte? Alors, Philippe Croizon, c'est une grande histoire. J'étais comment dire? Dans un club d'entrepreneurs où, dans le département qui est le mien, à savoir le Gers, chaque année, nous faisions venir un intervenant, un conférencier de renommée, nationale et j'étais bien sûr dans l'organisation de cet événement et j'étais en train, dans la salle, le jour J, de préparer. J'étais concentrée sur les badges pour accueillir nos VIP et nos invités. Et puis, je sens quelque chose qui me pousse en fait à l'intérieur de la jambe. Et je comprends pas. Je sens une espèce de roue qui me percute doucement. Et je me retourne et je me retrouve face à Philippe Croizon sur son fauteuil, qui me regarde avec un grand sourire rieur et qui me dit: «Eh ben, tu me serres pas la main?» Et du coup, je suis partie d'un fou rire et le contact a été initié, de la sorte. Il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, il a généré pendant sa conférence des émotions extraordinaires et puis on est resté en contact, à l'issue de cette rencontre et le jour où j'ai écrit ce livre, je l'ai appelé et je lui ai dit: «Philippe, je ne peux pas imaginer, finaliser ce livre, sans ton aval, sans ta plume. S'il te plaît, accepterais-tu d'en être le préfacier?» Et il m'a dit: «Envoie ton support» et du coup, voilà, ça s'est fait, de façon, très naturelle et presque, spontanée. Une histoire incroyable. Alors je suis moi-même un lecteur assidu, alors, beaucoup de livres, de développement personnel ou qui me permettent d'apprendre des choses, mais également des romans. Depuis que j'ai, 16-18 ans, je lis énormément. Alors, quand je lis des romans, je sais, pourquoi je lis. Moi, je suis fan de quelque chose qui me permet de m'évader. Donc, alors il y en a qui disent, oui, Musso, Lévy ou les romans à l'eau de rose. Ben, moi, j'adore ça parce que je sais que quand je veux lire ça, bah, c'est pas pour apprendre, c'est juste pour avoir
un espace temporel où je pense à autre chose. On a parlé des sportifs. Est-ce que toi, tu as des écrivains favoris? Est-ce que tu lis beaucoup toi-même? Et est-ce qu'il y a des écrivains que tu suis? Est-ce que c'est plutôt du Chatham? Est-ce que c'est du Musso, Lévy? Est-ce que c'est d'autres? Je suis quelqu'un qui lit énormément. Je me couche comme les poules, hein. À 9h15, je suis en pyjama et si je le peux, je regarde pas la télé, je m'en contrefiche, je m'évade dans les livres et j'ai toujours 3, 4 livres autour de moi sur la table de chevet. Et la difficulté que j'ai, c'est que j'en lis tellement que je retiens peu le nom des titres et encore moins celui des auteurs. Pour autant, il est un auteur qui m'a profondément marqué, qui n'est pas en lien avec le développement personnel, mais qui est David Gemmell. David Gemmell, c'est ce qui va relever de l'heroic fantasy. C'est un monsieur qui est décédé, qui a écrit une collection très vaste d'ouvrages sur le sujet. Et, et cet auteur m'a transportée. Si les personnages tombent amoureux, je tombais amoureuse. Si les personnages étaient en train de se battre et qu'ils recevaient une lame à travers le flanc, j'avais l'impression de souffrir. S'ils étaient torturés, ça en avait mal au ventre parce que pour le coup, j'avais l'impression de plonger vraiment dans l'univers et qu'un auteur soit capable de transporter par l'écriture et de générer des images aussi spectaculairement claires pour les lecteurs, ça m'a fascinée. Ça m'a vraiment fascinée. Et donc, il y a des auteurs comme ça qui, quand ils me plongent dans leur univers très rapidement, dès les 3, 4 premières pages, je dis chapeau bas. Et sinon, j'aime bien les auteurs comme Virginie Grimaldi, par exemple, qui ont un style qui est très fluide et c'est un peu du feel good, hein. On sait très bien que c'est quelque chose qui est joliment amené. Moi, j'aime beaucoup son style. Je dirais simplement que, très modestement, hein, parce que c'est quand même une des plus grosses vendeuses au niveau national, euh, que ça s'y apparente dans mon style d'écriture. Je dirais juste que c'est un peu plus sombre puisqu'inspiré d'histoires et de faits réels. Est-ce que tu as l'envie, dans tes prochains romans, qui arriveront après le 5e qui va sortir, de faire une saga un peu à l'image d'un Harry Potter ou des choses comme ça? Où tu as des personnages qui vivent sur plusieurs tomes et qui ont une vie un peu plus longue. Est-ce que alors c'est peut-être pas tout à fait facile avec le style de roman que tu as, mais est-ce que c'est quand même quelque chose que tu as, dans un coin de la tête? Eh bien, je peux te dire que c'est quelque chose qui a été initié, puisque sur les 4 premiers romans, jusqu'à ce que celui dont on parle maintenant sorte d'ici à quelques semaines, j'en ai 4. J'en ai écrit un premier, un second, et qui n'avait finalement aucun lien entre les deux, si ce n'est l'approche, la façon de concevoir la capacité de mes personnages à rebondir. Mais arrivé au 3e, je me suis rendu compte que j'avais une affection toute particulière pour ces parcours de vie échaudés de mon premier roman. Les personnages avaient extrêmement marqué mes lecteurs et j'avais envie de les faire revivre, de montrer finalement que leurs engagements pris en fin du premier roman, ils allaient être en capacité de les honorer et de tendre la main à de nouveaux personnages de la même façon qu'on leur avait tendu initialement. Et donc du coup, le premier et le 3e, c'est comme si nous avions là un univers à part entière et le 2e ouvrage et le 4e en timing d'écriture présente exactement les mêmes caractéristiques. La jeune femme qui va souffrir dans ce roman qui s'intitule « Demain, je déploierai mes ailes » et qui aura été aidée par un vieux monsieur prénommé Rodolphe dans le 4e roman qui s'intitule « Dans le murmure du vent ». Eh bien, ce vieux monsieur va avoir un souffle au cœur et cette jeune fille va tout abandonner pour venir en retour veiller sur ce vieux monsieur. Et elle va se rendre compte au final que pendant des années, il a veillé sur elle, mais qu'elle était tellement articulée sur ses propres souffrances qu'elle n'a jamais pris soin de connaître l'histoire de ce monsieur. Elle va lui demander pourquoi il vit reclus au fin fond de la forêt et il va de fait lui raconter sa propre histoire. Et du coup, les histoires s'imbriquent, s'entremêlent, mais avec un exercice intellectuel extrêmement compliqué, mais c'est un vrai défi littéraire, c'était que les gens, les lecteurs, puissent lire le livre de leur choix sans qu'ils ne soient pénalisés
s'il n'avait pas lu l'histoire précédente. Et ça m'a donné du fil à retordre, mais j'ai été très heureuse d'y parvenir. Et ce dernier ouvrage, Que le jour se lève, la mémoire en bagage, on repart sur une feuille vierge et c'est peut-être l'ouvrage qui suivra, qui reprendra ou fera revivre les personnages inventés pour l'occasion. J'ai posé la question sans savoir puisque je suis en train de lire le premier et donc je ne savais pas l'intitulé des 3 autres donc voilà et tu parles du 5e et peut-être après. Est-ce que tu dis qu'on peut lire, donc le premier et le troisième sont liés et le deuxième et le quatrième et tu dis que tu voulais qu'on puisse les lire tous les 4 aussi indépendamment. Est-ce que, tu pas envie vraiment comme je disais pour Harry Potter, tu fais un premier tome et il faut le lire dans l'ordre, et puis on crée une saga de 3, 4, 5 livres où, bah, voilà, il faut les lire dans l'ordre. C'est le 7, 8, 9, 10, 11 de tes romans peut-être. C'est quelque chose quand même que tu te dis à un moment: «J'aimerais bien avoir, cette évolution du parcours, de mes personnages, de ceux que je crée». Pour le moment, pas tout à fait, parce que j'ai encore la chance de me lancer des défis intellectuels pour chacun des ouvrages en cours et ça me pousse déjà pour beaucoup dans mes retranchements. Dans le dernier, par exemple, il s'agissait d'arriver à intégrer une romance épistolaire, comme comme nos aînés, comment ils s'écrivaient. Nous, on s'écrit des textos, on fait 8 fautes la ligne, ben là, c'était d'essayer de pouvoir réaborder, réutiliser du vocabulaire d'antan. Dans le nouveau, je voulais mettre des petites touches de poésie sous le couvert d'une écriture encline à un journal, tu sais, personnel, dans lequel on compterait nos émotions. Donc pour le moment, euh, je suis chaque fois à me renouveler sur un nouvel ouvrage. Mais pour répondre à ta question, je lis beaucoup de sagas. Et ce qui fait que je n'ai pas encore tout à fait envie de franchir le cap, c'est que je me rends compte que parfois les ouvrages manquent un petit peu de consistance. Certains vont être extrêmement dans l'action, d'autres tomes vont poser l'histoire et permettre, dans le troisième par exemple, que l'histoire se réenclenche, mais il y a des petits temps de latence, il y a des petits dénivelés émotionnels dans lesquels je ne me retrouve pas toujours et donc, je me dis que si je devais le faire, il faudrait que je me sente d'être au centuple à la hauteur pour ne pas qu'on me reproche ce que je reproche moi-même par décence. J'ai une double question à te poser qui concerne les qualités. On a parlé, tu as parlé de Philippe Croison, de cette qualité de résilience. Si on avait été plus loin dans les qualités des sportifs, on aurait pu parler de discipline, et cetera, de gestion du stress. Est-ce que toi, il y a une qualité que tu associes aux sportifs ou sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir? Et la deuxième question, c'est pour toi, dans ton rôle de romancière, c'est quoi la principale qualité? 2 questions en une. Est-ce qu'il y a une qualité que tu n'as pas et que tu aimerais avoir? Et pour toi, c'est quoi la qualité essentielle pour ton rôle de romancière? Il y a une qualité que je n'ai pas, qui me pose un peu défaut. C'est une grande qualité, mais je crois que c'est aussi un gros revers. C'est que pour être un grand sportif, il faut être extrêmement travailleur, il faut rien lâcher. Et moi, je suis quelqu'un qui ne lâche rien. Mais la difficulté, c'est que je suis romancière, en plus de toutes ces casquettes qui sont les miennes. Et depuis 11 ans maintenant, je travaille en moyenne 80 heures par semaine. Et j'aurais tendance à dire que ma plus grande difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à faire la séparation entre ma vie professionnelle, qui est aussi ma passion, et des temps de répit pour pouvoir se réoxygéner et se ressourcer. Aujourd'hui, j'aurais bien besoin de quelqu'un qui me tape sur les doigts pour me dire il faut souffler pour mieux repartir en suivant. Donc ça, c'est le défaut de ma qualité. Et je pense que sur la durée, à l'image d'un sportif, il y a le sprint, mais il y a aussi cette capacité à être dans l'endurance et à perdurer dans le temps. Et, et moi, je sens qu'il faudrait que je me repose de temps en temps, mais je ne sais pas trop bien faire. Tu pourras peut-être le faire en écoutant l'épisode et en te disant: «Beh oui, j'ai dit ça, donc il faut que je me repose». Comment ça se passe, c'est une question, moi, qu'on me pose souvent, quand, on tombe sur un de mes livres, «Comment tu as fait? Est-ce que tu as une maison d'édition?» tout ça. Alors pour l'instant, moi, j'en ai pas, hein, je suis en auto-édition. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que, tu cherches une maison d'édition ou est-ce que tu préfères avoir le contrôle sur tout ce qui se passe, peut-être la rapidité et cetera?
Comment tu diffuses tes ouvrages? C'est une excellente question, Eric. Ça a été un choix dès le départ, un parti pris assumé que de rester indépendante. C'était une façon pour moi d'être en cohérence avec mon discours de chef d'entreprise et de consultante que de démontrer que l'on peut faire des choses ambitieuses et les faire par ses propres moyens, en partant de rien, en n'étant pas forcément aidé, mais en allant chercher les ressources et l'énergie requises pour être à la hauteur des enjeux dans lesquels eh bien, on se lance. Et puis, il y a eu quand même un moment de flottement parce que j'ai été repérée par une maison, d'édition, par plusieurs d'ailleurs, hein, des grosses, hein, comme Flammarion, comme Trédaniel, à qui j'avais envoyé par curiosité mes ouvrages, mais le produit fini, papier, pas sous format numérique. Et j'ai été recontactée parce qu'ils m'ont dit: «Mais enfin, vous êtes en maison d'édition, pourquoi vous nous sollicitez?» Et en fait, je leur ai dit: «Non, non, ce que je vous ai envoyé, c'est le fruit de mon propre, travail et j'avais juste à cœur de vous le présenter pour savoir quel en serait votre retour». Et ces ouvrages ont été lus et on m'a demandé, pour le troisième, de ne surtout pas l'auto, publier pour que je puisse leur soumettre le manuscrit et qu'il bascule en maison d'édition. Et pour être honnête avec toi, il y a une question de temporalité. Je te disais, je travaille 80 heures par semaine. Je suis quelqu'un qui me lève le matin en respirant travail, en me couchant travail. Et pour moi, la réactivité, la proactivité, ça fait partie des valeurs intrinsèques de mon quotidien. Et là, tandis qu'on m'avait demandé d'envoyer le manuscrit, il a fallu que j'attende 9 mois pour obtenir ne serait-ce qu'un retour à mon mail. Et pour moi, 9 mois, c'est c'est trop long, ça correspondait pas avec mon tempérament. Donc j'ai décidé de mettre entre parenthèses, de repartir et de rester autonome sur l'édition de ces romans-là. Et au final, j'ai eu la chance de rencontrer nombre de maisons, d'édition avec qui le contact s'est très, très bien passé. C'est simplement qu'aujourd'hui, je rêverais que ce soit la collection qui soit potentiellement, offerte aux lecteurs dans le cadre de la maison d'édition, mais les enjeux financiers sont trop importants et les maisons d'édition ne s'y prêtent pas à ce jeu-là. Alors du coup, je répondrai à ta question en te disant comment je les vends, comment et où peut-on les retrouver de façon toute simple. Je suis formatrice, je suis consultante, j'ai une appétence forte pour la conférence. Eh bien, je me rends compte que finalement, c'est en présentiel, une fois que l'on peut vérifier si j'ai ou pas la lumière à tous les étages, on me fait assez aisément confiance et que on m'achète en direct les ouvrages. Et puis, je fais beaucoup de salons du livre, mais également, et ça, j'invite tous les romanciers ou les auteurs auto-édités à tester l'aventure du marché. Je te promets, Eric, que oui, je peux me lever à 5h, 5h30 du matin, prendre la route avec ma table, ma chaise, mon matériel, ma toile de tente, et de me retrouver entre le saucisson, le pain frais, le fromage et la salade. Et ce sont des rencontres extraordinaires avec un public qui n'est pas habitué à voir des auteurs dans des lieux aussi incongrus. Et la relation de confiance opère. Et ce qui est formidable, c'est que quand tu reviens sur les marchés, les gens qui ont lu le premier ouvrage vont avoir envie d'avoir le second. Et je me rends compte que par ce biais-là, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires, de me faire connaître. Et, euh, et tout ceci couplé, bien sûr, à une boutique en ligne, la boutique tremplincarrière.com, où tu peux taper cindytrière.com et tomber sur la boutique sur laquelle tu peux bien sûr te procurer l'ensemble des ouvrages. Donc, ce sont ces différents canaux qui aujourd'hui me permettent d'être mis sur le devant de la scène. Très bientôt, donc on pourra retrouver le dernier opus, Que le jour se lève, la mémoire en bagage, avec, tu parlais de Philippe Croison comme préfacier de ton premier ouvrage. Eh bien là, c'est Lara Fabian qui a préfacé ton dernier. Donc, on dévoile pas plus, on va laisser les quelques jours, les quelques semaines qui restent pour ceux qui auraient été touchés par ton message. En tout cas, moi, je l'ai été. J'ai adoré découvrir un peu l'envers du décor d'écrire un roman. On me dit souvent, bah, moi, quand je fais des conférences ou des formations, ils aiment bien découvrir l'envers d'une aventure olympique. Bah, moi, tu m'as fait rêver, tu m'as mis des étoiles plein les yeux, un peu comme le nom de ton premier roman.
Ça me donne moi aussi, on en a parlé lors du salon à Montpellier, j'aimerais bien écrire un roman et voilà, et on verra peut-être, autour de Noël puisqu'on en a parlé, je suis fan des films de Noël. Oui, oui, c'est vrai. Mais moi, je suis sûre, Henrik, que tu peux te lancer parce que pour être en train de lire, ton ouvrage à toi, moi, je trouve que tu as une très, très belle plume et je pense sincèrement qu'il y a une vraie aptitude, donc j'aurai grand bonheur à te lire, les jours où tu te lances. Eh ben, écoute, tu feras partie de mes relectrices, avant que l'ouvrage sorte comme ça tu me diras un peu ce que tu en penses. En tout cas, merci, merci beaucoup pour ça. Bien entendu, comme à chaque fois, je mettrai tous les liens vers ton LinkedIn, mais également vers tes différents sites pour que les gens, qui ont écouté, l'épisode, puissent, prendre contact avec toi. Ou alors, si vous êtes, dans la région du Gers et que vous allez sur un marché, peut-être qu'un jour vous allez vous dire: «Tiens, j'ai finalement vu Cindy en vrai. Je l'ai écouté, je l'ai vu en vrai». En tout cas, c'était un échange fantastique. Je te remercie beaucoup pour tout ça, Cindy, Merci à toi du fond du cœur. et puis avec un bel accent chantant. Oui, je l'entends au micro. Je suis désolée. Mais tu as pas à être désolée, on se doutait bien que tu étais plutôt du sud de la France, ça t'entend en tout cas. Non, merci, vraiment. Plaisir partagé, et puis à toutes les auditrices et à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de l'entrepreneuriat, c'est du sport. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'entrepreneuriat, c'est du sport. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous repartez avec des conseils concrets et des idées pour booster votre aventure entrepreneuriale. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le partager et à vous abonner pour ne manquer aucun prochain rendez-vous. Restez connectés, continuez à entreprendre avec passion, à faire du sport et à très bientôt pour un nouvel épisode.